Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Bing. Je suis référente technique réduction de risque de catastrophe de la Croix-Rouge française. Bienvenue à la webinaire et aussi le café sur le côté réduction de risque de catastrophe parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. En effet, non. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la réduction de risque de catastrophe et c'est pourquoi on est des personnes de partout du monde de parler de choses très, très importantes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire, atténuer, mitiger la risque de catastrophe. Aujourd'hui, ici, vous pouvez voir, il y a deux séances. La première séance, c'est le webinaire RSC. On va parler en principal sur la coopération internationale pour la réduction des risques de catastrophe. Et le deuxième séance, c'est sur le café RSC. C'est le café, c'est-à-dire on peut parler assez ouverte. On est ici pour répondre à toutes les questions concernant la réduction des risques de catastrophe. C'est bien sûr qu'on ne peut pas répondre tout. On fait tous les efforts et s'il y a des questions, on n'arrive pas de répondre tout de suite. On va essayer de répondre par email. Maxon, est-ce que tu peux passer sur l'agenda, s'il te plaît? Juste pour parler un petit peu rapidement sur l'agenda, on a 1, 2, 3, 4, 5 intervenants aujourd'hui qui viennent de UEAD, qui viennent de humanitaire inclusive humanitaire, inclusive Humanity, qui vient de CARE France et de la Croix-Rouge française et aussi Agence française de développement. On est tous dans un groupe, on a dit repère que Guillaume de CARE va parler en détail où on est. Et puis, on va parler bien sûr sur c'est quoi la journée internationale de la réduction de risque de catastrophe. On va parler aussi quelques concepts clés sur la réduction de risque de catastrophe. On rentre plus tard en détail sur l'international, c'est-à-dire quoi la coopération internationale dans ce domaine avec les deux études de cas spécifiques de point de vue de bailleurs du fonds sur la stratégie investissement de la réduction des risques de catastrophe de AFD, l'Agence française de développement, et aussi sur le point de vue terrain, sur le retour d'expérience dans les deux catastrophes récemment au Liban et au Maroc. On va parler assez vite et de temps en temps pas assez de détails, mais c'est pourquoi à la fin de toute la présentation, vous avez le moment, la possibilité de poser des questions sur chaque présentation avec chaque intervenant. N'hésitez pas de lever la main ou poser des questions sur le Q&A. Bon, merci beaucoup. On va commencer avec c'est quoi le repère? Alors bonjour à tous et toutes, merci Bin. Je suis Guillaume Devar, je suis donc responsable des opérations à CARE France en charge de Madagascar, où nous avons un bureau et également référent thématique réduction de risque de catastrophe. Donc je vais vous brosser un petit peu justement l'identité de ce réseau, donc le réseau repère, réseau pour la réduction des risques de catastrophe, qui est né en 2012, donc l'an prochain, on célébrera déjà nos 10 ans. Actuellement, il y a 5 membres actifs, donc, que sont CARE France, la Croix-Rouge française, Solidarité internationale, Handicap ou Humanité d'inclusion, pardon, et le groupe URD. Il y en a eu d'autres par le passé qui ont agrandi un petit peu le réseau. Je pense à Action contre la faim, Médecins du Monde ou d'autres, ou Organisation internationale des migrations. Donc voilà, ça fluctue un petit peu au gré des stratégies des membres. La particularité, c'est que au sein de ce réseau, il y a des représentants d'ONG humanitaires, mais également de développement, le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, et donc un think tank avec le groupe URD. Ce réseau s'inscrit également au niveau international, puisqu'il est membre du GNDR, donc Global Network sur la Disaster Risk Reduction, relais également auprès de Interaction, de Bond, Voice, donc ça c'est au niveau européen et mondial. Également présent au niveau français avec le comité d'orientation de la prévention des risques et catastrophes naturelles, aux assises nationales du risque, voilà. Donc partenaire également de l'Agence française de la prévention des catastrophes naturelles. Et ensuite, bien évidemment, on est en complémentarité avec nos collègues de Coordination Sud, de la Commission Climat et Développement, puisque
on travaille indistinctement sur adaptation changement climatique et réduction de risque de catastrophe. Suivante. Donc, le réseau, il a principalement 4 objectifs. Le premier d'entre lui, c'est renforcer notre expertise donc, en réduction de risque de catastrophe et en adaptation au changement climatique pour améliorer donc, la qualité des programmes sur le terrain. Donc, ça passe par du partage d'expériences, de ressources, d'outils, RH, parfois même de missions conjointes. On porte également des plaidoyers techniques communs, donc lors de conférences ou consultations stratégiques nationales et internationales. Donc, j'y reviendrai rapidement, mais c'était le cas notamment au moment de la COP 21 ou de Sendai en 2015. On promeut également des démarches préventives, donc suite à chaque stratégie de réponse aux urgences. On s'assure justement de bien intégrer la réduction de risque de catastrophe, tant au niveau humanitaire que développement. Et je vous le disais donc en introduction, vraiment on essaie d'articuler la réduction de risque de catastrophe et l'adaptation au changement climatique, puisque maintenant toutes nos organisations travaillent indistinctement sur ces deux thématiques. Suivant. Alors, la raison d'être de ce réseau, eh bien, voilà, on s'est rejoint sur des enjeux communs qui requièrent justement un investissement de notre part, puisqu'on le voit, l'intensification de la réduction des risques de catastrophes voilà, en zone urbaine et littorale s'intensifie et se complexifie. Des aléas climatiques toujours plus imprévisibles, donc comment travailler sur l'anticipation. La réduction des risques également se diversifie et intègre maintenant comment travailler en RRC dans les zones de conflit, liées le changement climatique et la santé, migration, réduction de la violence armée et la réduction des risques de catastrophes. Donc voilà, donc on voit il y a de plus en plus d'imbrication de la réduction des risques de catastrophes dans les sujets clés du moment. Et on fait face malheureusement à des ressources limitées parfois au siège ou dans les bureaux régionaux de nos organisations. Donc voilà, nous on porte à nos niveaux ces thématiques et puis on essaie de mettre en lien nos équipes sur le terrain pour monter des projets ensemble et on le verra dans un deuxième temps. Donc voilà, davantage d'efficacité, d'efficience, appui technique interorganisation, des recherches appliquées, on essaye d'en mettre en place, et puis mutualisation d'expériences, comme je le mentionnais. Suivante. Donc ça, c'est très rapidement quelques réalisations du réseau Repère tout au long de ces presque 10 années. Donc, c'est des articles, c'est des flyers lors de justement COP21 à Sendai. Ce sont donc des actions de ce type, comme aujourd'hui lors de la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe, des webinaires avec nos collègues de l'Agence française de prévention des catastrophes naturelles. Suivante. Voilà, donc encore quelques flyers, diffusion d'outils que nous avons pu mettre en œuvre. Également, donc juste la slide précédente, rapidement pour dire que vous pouvez avoir une vision des différents outils et sur le site web de l'URD, donc qui héberge justement ce réseau, hein, qui en héberge d'autres. Et c'est ma transition sur le slide suivant, justement, puisque nous bénéficions depuis maintenant 2019 d'un appui à la structuration de ce réseau, au même titre que le réseau environnement humanitaire, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, piloté par l'URD, qui nous permet, à travers un financement de l'AFD, Fondation de France et Coopération monégasque, eh bien d'organiser nos réunions, donc de se réunir soit là depuis le Covid en distanciel, mais sinon en présentiel, 3 à 4 fois par an, d'organiser des événements de sensibilisation, notamment sur la journée du 13 octobre, mais pas que.
de mener des études conjointes, de développer des modules de formation, des retours d'expérience qu'on a pu faire, des sensibilisations auprès des bailleurs. Donc, on a eu à faire des réunions auprès de l'AFD, notamment, je pense en 2019. Et puis ensuite, c'est des papiers, comme vous le voyez précédemment, des papiers de positionnement, plaidoyer, technique, lors de grandes conférences internationales. Suivante. Voilà, c'est toujours en lien avec ce que je vous disais. Je pense une des dernières activités menées, c'est donc le retour d'expérience suite au séisme en Indonésie en 2018, des articles en commun, et puis toujours vraiment que ce soit au siège, mais aussi, on va le voir après sur le terrain, essayer de travailler, de mettre nos organisations en commun, nos ressources pour voilà, travailler sur des sujets qui nous tiennent à cœur, sur la réduction des catastrophes et l'adaptation au changement climatique, mais également plus globalement sur les pratiques éco-responsables. Donc là, c'est le lien avec le réseau humanitaire environnement. Voilà, donc et concrètement sur le terrain, cette collaboration entre nos organisations au sein du repère, elle s'opère dans différents théâtres d'opération. Donc là, le prochain slide vous détaille très, très brièvement une activité ou un projet commun entre Croix-Rouge française et Solidarité, donc sur le renforcement de la résilience des populations libanaises et donc comment travailler sur une approche intégrée gestion de risque de catastrophe, notamment sur risque inondation, avec aménagement des bassins versants. Et puis, sur un autre terrain, donc Madagascar, avec une collaboration entre Humanité et Inclusion et CARE, qui a été initiée depuis maintenant 2017. Donc, avec justement ce renforcement commun des deux organisations pour avoir une approche la plus inclusive possible, sensible au genre, multirisque, puisqu'on traite à la fois inondation et cyclone, avec voilà, à la fin de ces actions, eh bien, la mise en œuvre d'un manuel de réduction de catastrophes inclusif, donc partagé avec l'ensemble des parties prenantes à Madagascar. Et puis, une collaboration qui perdure encore aujourd'hui avec un projet en RRC axé sur éducation des enfants, comment les sensibiliser face au risque de catastrophes naturelles dans le pays. Donc voilà, je pense que mes collègues aussi vous présenteront d'autres activités et d'autres synergies entre nos organisations. Merci, je reste disponible pour des questions et je passe la parole à Julien d'Humanité et Inclusion. Je crois que je suis en mute. Oui, bonjour. Merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julien Fouillant, je suis spécialiste en réduction des risques de catastrophes et en adaptation au changement climatique à handicap international qu'on appelle effectivement humanité et inclusion de plus en plus, en particulier dans les pays anglophones. Alors Guillaume l'a bien expliqué, on est avec le repère sur un réseau qui est assez dynamique et surtout spontané. Je pense que c'est une de ses forces, hein, c'est-à-dire qu'on s'est réunis parce qu'on en avait vraiment envie, le besoin. C'est ce qui nous permet de renforcer nos connaissances mutuelles. Hein. On a partagé ce besoin-là, aussi des efforts de plaidoyer. Hein. On a les uns les autres des enjeux forts en la matière pour porter la voix des populations locales, des acteurs décentralisés, des acteurs de la société civile. Et je pense que ça fait bien le lien avec ce thème de la journée internationale pour la RRC du 13 octobre, hein, qui a donc lieu chaque année. Et là, cette année, on est sur le 7e objectif, finalement, hein, du cadre d'action de Sendai, que vous voyez sur cette slide, hein, c'est le point F. Donc, finalement, chaque année, l'Agence des Nations Unies pour la RRC suggère un thème qui devrait permettre de davantage encore sensibiliser la communauté internationale la plus large possible autour de ce besoin d'intervenir avant que ne surviennent les crises. Donc, ça fait 25 ans que l'Assemblée générale des Nations Unies s'est tenue et a décidé donc de consacrer ce jour-là. Bon, je pense qu'il y a pas mal de collègues parmi nous de différentes organisations qui sont assez familiers avec la RRC, mais pas tous, si j'ai bien compris. Donc, Maxence, si tu veux bien passer à la slide suivante, on va revenir sur 2-3 fondamentaux de la RRC. Alors,
Déjà, une petite définition, hein, la RRC, ça consiste en quoi? Ça consiste à agir de manière anticipée face aux risques de désastre lorsque les populations, mais aussi leurs enjeux, hein, qu'il s'agisse de ressources économiques, de services éducatifs, de la santé, d'infrastructures, etc., voire même la cohésion sociale, au sens plus large, sont menacés par des aléas naturels ou alors lorsque ces mêmes aléas naturels interagissent avec d'autres catégories de phénomènes comme des maladies transmissibles ou des aléas humains, violences, accidents de transport, accidents technologiques, etc., pour générer des crises plus complexes. Et alors, sans surprise, hein, le changement climatique agit comme un accélérateur de la vulnérabilité des populations et des services dont ils dépendent le plus. Et c'est pour ça que j'ai souhaité vous partager ce graphique. Il y a plein de données et d'informations à partager sur le sujet, évidemment. Moi, ce graphique, c'est un que j'affectionne parce que je trouve qu'il montre bien l'évolution très dissymétrique entre en bas les aléas géologiques, enfin les catastrophes générées, déclenchées par des aléas géologiques et plus haut des aléas climatiques. Et on voit très bien à quel point l'évolution est plutôt dans le sens de davantage d'enjeux en matière de résilience environnementale. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui impacte finalement tous les différents capitaux qu'on a évoqués, sociaux, économiques, humains, etc. Maxence, si tu veux bien passer à la slide suivante. Bon, plusieurs étapes très complémentaires hein, quand on fait de la RRC. On s'accorde généralement à dire qu'il y en a 4 à 5. On va tenter de prévenir les risques de catastrophe, c'est-à-dire promouvoir des stratégies d'évitement, en permettant par exemple aux populations d'éviter à avoir à résider dans des zones à risque ou à pratiquer des activités économiques dans des zones à risque élevées de catastrophes. On va tenter également de mitiguer ces risques, c'est-à-dire de les atténuer en protégeant les habitations, les équipements collectifs, en promouvant aussi un accès plus anticipé des populations à des filets sociaux de sécurité, etc. On peut aussi tenter de promouvoir, d'adapter des pratiques économiques ou agricoles. Et puis, troisième phase, on est beaucoup plus cette fois-ci dans la préparation aux urgences, c'est-à-dire qu'on part du principe que malgré tous les efforts qui ont pu être menés par les autorités locales, les sociétés civiles, etc., des chocs vont survenir et il faut s'y préparer. On va tenter d'en limiter les impacts. Ça nécessite des efforts de préparation à l'évacuation, à la protection des moyens de subsistance, etc. On va aussi tenter d'accompagner les services d'éducation, de la santé ou d'autres à faire face à ces situations d'urgence, généralement pour 2 raisons. D'une part, pour protéger le public qui fréquente ces établissements et aussi pour assurer une continuité de service, même en mode dégradé. Et puis finalement, en cas d'urgence, on va chercher à promouvoir des stratégies plus durables de relèvement via des méthodologies dites Build Back Better. Donc finalement, je pense qu'une autre information importante à retenir, je pense, hein, ça fait référence à la partie droite de la slide, les aléas naturels au sens de la RRC n'agissent que comme des catalyseurs de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on va vraiment, ils viennent exacerber des facteurs de risque qui sont déjà bien présents au sein des sociétés. Ces facteurs, ce sont des facteurs d'exclusion, souvent hein, liés à la pauvreté économique, à la localisation géographique vraiment spécifique, l'âge, le genre, le handicap, etc. Il y en a d'autres. Et pour nous, c'est là-dessus que l'on peut agir, c'est-à-dire qu'on peut réduire aussi ces vulnérabilités-là, pas seulement l'exposition aux aléas naturels, mais aussi cette vulnérabilité pour renforcer la résilience des populations. On travaille en général, même quasi systématiquement, aux côtés des services de protection civile, des agents décentralisés hein, de l'eau, de l'aménagement, de l'agriculture et d'autres, et bien sûr aux côtés donc, des sociétés civiles locales, aussi des organisations plus ou moins formelles d'ailleurs, hein, qui jouent un rôle très important dans nos projets parce qu'elles sont en première ligne, ce sont les premières impactées, et souvent elles sont en capacité de s'organiser. Et ça, je crois que François va nous en dire un mot. Je vais terminer avec la dernière slide, si tu veux bien, Maxence. Bon, alors pour autant, évidemment, ça soulève beaucoup d'enjeux émergents. Guillaume a pu en présenter quelques-uns, j'en vous en partage quelques autres aussi complémentaires. Évidemment, le changement climatique qui est un phénomène central qui occupe tous nos esprits depuis bien longtemps, mais je dirais de manière de plus en plus prononcée.
On cherche à promouvoir la transformation de certaines pratiques au-delà de la capacité à absorber les chocs. C'est aussi l'inclusion des personnes les plus à risque, qui est évidemment qu'à AHI, on promeut beaucoup, mais on n'est pas les seuls évidemment à le faire. Et puis, disons qu'il y a de plus en plus d'acteurs de la RRC qui en font une priorité, et tant mieux, puisque certains groupes sociaux sont largement plus impactés que d'autres au sein d'une même localité, exposés aux mêmes aléas. On sait que certaines personnes vont perdre davantage on va être exposé à davantage de dommages, etc. La RRC en zone de conflit, qui est ici un sujet très important, puisqu'on sait que la résilience environnementale, elle doit aussi être promue dans des pays en proie à des conflits, ou en tout cas à des fragilités sociales et politiques, puisque c'est même dans ces pays-là que l'on déplore le plus de pertes humaines et de dommages matériels depuis 15 à 20 ans. Et on sait, à contrario, que la RRC, qui regroupe tout un ensemble de procédés très participatifs, peut agir comme un levier de cohésion sociale. Et sans gérer ces risques-là, on estime qu'il n'y a pas de paix durable. Et d'autres enjeux que vous voyez ici, promouvoir des solutions basées sur la nature, en introduisant des barrières naturelles, qui protègent aussi les populations, la préparation aux épidémies, la localisation, etc. Il y en a d'autres, mais disons que, petit mot de la fin, en ce qui me concerne, c'est autant d'enjeux qui nécessitent des investissements forts de notre part, et c'est pour ça que c'est la force, je pense, de ce réseau aussi, et d'autres. Mais évidemment, les ressources ne sont pas forcément suffisantes au niveau global, et ça, je pense que va être au tour de Bin de nous en dire un mot, la dichotomie entre les besoins et les ressources. Voilà, merci à tous. Bon, merci beaucoup, Julien. Oui, effectivement, je vais parler rapidement, un petit peu générique sur la coopération internationale pour la réduction du risque de catastrophe. La première question, c'est pourquoi on doit coopérer. C'est le catastrophe, c'est le catastrophe ici. Pourquoi on doit travailler entre nous? Oui, parce que la catastrophe, maintenant, ce n'est pas une problématique d'un pays seulement, c'est une question, une problématique qui touche tous les pays. Vous pouvez regarder ici le cas de catastrophe dit naturelle. Je dis dit naturelle parce qu'il n'y a aucune catastrophe qui est naturelle sans des éléments humains. Les catastrophes en 2020, on peut voir avec tous les types de catastrophes, on a partout du monde. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucune zone, région dans le monde qui n'a pas touché par les catastrophes. Et c'est la question concernée tout le monde, tout le pays, et c'est pourquoi il faut qu'on travaille ensemble. La deuxième raison pourquoi on doit travailler ensemble, c'est parce que les catastrophes, il a des implications transfrontalières. Les catastrophes, ils ne connaissent pas c'est quoi la frontière entre France et Italie, ils ne connaissent pas c'est quoi la frontière entre Asie et Pacifique. On peut voir un exemple ici, c'est le séisme dans l'océan Indien de 2014. Ça a impacté plusieurs pays en Asie et en Afrique. En Asie, le pays le plus touché sont Indonésie, Sri Lanka, l'Inde, Maldives, Thaïlande. Il y a plus que 227 000 personnes qui ont déjà perdu la vie et il a touché 1,5 million de personnes. Ça, c'est une catastrophe énorme qui touchait plusieurs pays. En autre type de catastrophe comme le cyclone, le ouragan, en Asie, en Caraïbes, c'est très souvent que ce type de cyclone, ce type de ouragan touchait plusieurs pays qu'un pays. Le deuxième élément, facteur sur l'impact transfrontière de catastrophe, c'est un exemple très, très intéressant en Russie que j'ai trouvé récemment. C'est en 2010, il y a un sécheresse et feu de forêt en Russie, en sud de Russie, qui est suivi par un autre sécheresse en hiver en Chine. Et c'est le deux pays qui a produit le maximum de céréales. À l'époque-là, le président de la Russie décidait de arrêter ou réduire l'export de céréales. Ça arrive à la choc de prise de céréales sur le marché mondial.
Et après le choc de céréales, c'est le prix de pain. Très, très simple. Le prix de pain augmenté, notamment en Égypte, le pays qui importait le plus de céréales du monde. Et à cause de le prix de pain, on n'a pas assez de manger. Il y a aussi des protestations sociales en Égypte. Comment on voit un événement, on dit naturel, qui transfère un pays à l'autre, une région à l'autre, de côté, on dit naturel, sur le côté économique et sur le côté social. C'est le concept, on dit en anglais, le cascading disaster, où de temps en temps en français, on parlait sur le côté l'effet effondrement, mais ce n'est pas seulement dans un pays, dans une région, mais il y a aussi des effets internationaux. Un autre exemple qui a aussi concerné le conflit, le déplacement, ici, c'est un camp réfugié, un camp réfugié assez bien connu, le Dadaab au Kenya 2011. C'est le camp réfugié bien connu parce que c'est la taille de population en grande ville en Kenya. Et en 2011, à cause de la sécheresse catastrophique et aussi la famine en Somalie, 160 000 personnes somaliennes sont déjà déplacées et réfugiées au Kenya. Bon, c'est-à-dire il y a le problème aussi de migration d'un pays dans l'autre pays. Dans tout cas, soit la question de géologie, soit la question économique, soit la question de souffrance humaine, la catastrophe, il n'y a pas de frontières et c'est pourquoi toute l'organisation, tout le pays doit travailler ensemble. Un autre facteur qu'on doit rendre compte, c'est les impacts de catastrophe, ce n'est pas le même pour tout le pays ou pour tout le monde. Le pays le plus vulnérable, le pays le plus pauvre, c'est le pays qui souffre le plus des impacts de catastrophe. On peut voir sur le carte ici, et c'est ça, c'est important qu'on travaille en solidarité ensemble, comme le thématique pour cette année, Only Together. Seulement ensemble, on peut essayer de réduire le risque de catastrophe. Bon, j'espère que j'arrive à vous convaincre. Il faut travailler ensemble, mais ce n'est pas facile. Oui, on travaille ensemble, mais comment et c'est quoi le défi et les opportunités? Sur le côté défi, la réduction des risques de catastrophe, c'est intéressant parce qu'il y a quelques moments, il y a en question la réduction des risques de catastrophe. Est-ce que c'est un projet de développement ou un projet humanitaire? Et ma réponse était ni l'un ni l'autre. La réduction des risques de catastrophe, c'est un projet qui fait le lien entre développement et humanitaire. Et le système de financement, notamment financement de ONG, est normalement classifié dans deux écoles, les développements et les humanitaires. Le développement, il ne finance pas les humanitaires ne financent pas le développement. Et le EASC, on se trouve au milieu. Et personne ne voudra de nous financer, on peut dire. C'est pourquoi même on dit la réduction des risques de catastrophe, c'est très important parce que c'est protéger tout le résultat de développement et aussi assurer que les réponses humanitaires avoir des impacts durables, mais le financement de la réduction des risques de catastrophe qui est très, très petit, si on peut comparer avec le financement développement et même le financement de la réponse des actions humanitaires. Mon collègue Guillaume va parler un petit peu en détail sur le chiffre, mais vous pouvez voir 4% de l'aide internationale de ces dernières années, c'est pour la réduction des risques de catastrophe. 4%. On a parlé de 40%, 14%, on dit le 4%. C'est très, très minimum. Et c'est pourquoi je mets un petit cartoon ici. C'est un éléphant rit. On a parlé sur un éléphant dans la salle. Toutes les personnes voient c'est un éléphant, mais il rit et on ne fait rien. Bon, en effet, on est de plus en plus... Il y a la reconnaissance sur l'importance de la réduction des risques de catastrophe et c'est pourquoi on peut trouver la réduction des risques de catastrophe dans presque toutes les conventions internationales importantes. On a le Sendai Framework, le 4 Sendai, pour que tous les pays sont essayés d'atteindre les objectifs, les priorités.
mais on peut trouver facilement des objectifs, des résultats, des indicateurs réduction des risques de catastrophe dans le ODD, l'objectif de développement durable, dans le Paris Accord sur le changement climatique et aussi dans l'accord de Grenbergen qui a discuté dans le World Humanitarian Summit in Istanbul. Aujourd'hui, on parle beaucoup sur le nexus développement humanitaire, paix. Aujourd'hui, on parle beaucoup sur aussi le concept résilience. Aujourd'hui, on parle beaucoup sur le localisation de l'aide. Tout ça, c'est concerné beaucoup la réduction de risque de catastrophe. Tout ça, sans la réduction de risque de catastrophe, on va manquer un gros morceau. Et c'est une bonne opportunité pour nous pour taper le gouvernement, le bailleur du fonds et aussi le travailler avec l'académique, avec le secteur privé aussi. Il y a pas mal de secteurs privés comme notamment le secteur assurance, Munich Re ou autre assurance qui est intéressé sur le financement de la réduction des risques de catastrophe. Je vais finir ici pour parler un petit peu sur on a la coopération, c'est pas que le financement. La coopération, c'est nous, c'est vous, on est ici, travailler ensemble. On a notre petit réseau repère en France, mais aussi on a un énorme réseau, le Global Network de sociétés civiles sur la réduction des risques de catastrophe avec plus que 14 000 organisations dans 127 pays. C'est aussi un réseau énorme pour la collaboration technique, pour le transfert de connaissances et pour tout le travail pour réduire le risque, la vulnérabilité de la population. Je m'arrête ici et je donne la parole à Guillaume pour un exemple plus concret. Merci Bin. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Bouveron. Donc, je suis le point focal pour la réduction risque de catastrophe à l'AFD. Je suis basé au siège à Paris. Je vous remercie pour votre présence et votre intérêt. Donc aujourd'hui, je vais m'inscrire dans les propos présentés par mes collègues. J'étais moi-même membre de la Croix-Rouge il y a quelques années et membre du réseau Repère. Du coup, je suis là pour vous apporter un peu quelques informations que vous maîtrisez peut-être déjà en ce qui concerne la coopération internationale au sujet de la réduction risque de catastrophe. Je vais vous fournir plus d'éléments au niveau des financements et également sur ce qui est financé quand on parle de la réduction risque de catastrophe à l'AFD. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour commencer, je vous proposais un très vite rapide, un état des lieux sur la coopération internationale et la RC. Bin a largement introduit ce sujet, mais je tenais vraiment à vous donner 3 informations que je déplore malheureusement. Quand on parle de bilan en ce qui concerne le financement et les programmes de réduction risque de catastrophe, j'ai pu identifier des paradoxes, des déséquilibres et des insuffisances. Comme l'a dit Bin, quand on prend tous les instruments financiers qui sont disponibles pour financer la réduction risque de catastrophe, comme l'assistance technique, les prêts ou les subventions, on se rend compte que sur une période de 91 à 2010, uniquement 0,4% de l'ensemble de l'aide internationale, du coup sur 20 ans, a été allouée à la réduction risque de catastrophe. Donc, ça paraît vraiment peu par rapport aux catastrophes qu'on connaît tous qui ont touché le monde entier. Après, l'autre élément sur lequel je voulais revenir, c'est sur les financements. Quand on parle des catastrophes, les financements sont avant tout et majoritairement orientés sur la réponse aux urgences, avec 65%, et 21,8% sur la reconstruction. Et du coup, ce qui laisse qu'une part infime que j'ai mise en gras pour la réduction risque de catastrophe de 13,5%. Donc là, c'est 13,5%, c'est par rapport au cycle de la gestion des catastrophes qui a été présenté par Julien précédemment. Le dernier point sur lequel je souhaitais insister aussi, c'est que sur les pays qui ont été affectés par les catastrophes sur une période de 91 à 2010, très peu d'investissements touchent la réduction risque de catastrophe et ces derniers sont pratiquement une fois de plus orientés vers l'humanitaire et la reconstruction, comme je le disais précédemment. Et pourtant, les financements de la réduction risque de catastrophe permettent de limiter les investissements dans la réponse d'urgence et dans la reconstruction. Du coup, le paradoxe est vraiment à ce niveau-là. Le slide suivant, s'il vous plaît.
Je voulais aussi préciser que les discours et les cadres internationaux préconisent l'intégration de la réduction risque de catastrophe. Bin en a parlé, hein, et notamment dans tous les secteurs et les projets de développement. Mais ce que j'ai pu identifier aussi, c'est qu'un nombre relativement faible de bailleurs de fonds ont contribué ces dernières années au financement de la RRC et de façon très concentrée. Les pays qui sont indiqués comme la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Mexique, la Colombie ont essentiellement été ciblés par ces financements qui touchent la RRC. Et par contre, certains pays qui sont particulièrement vulnérables aux aléas et qui ont des niveaux de pauvreté assez élevés et de faible capacité pour faire face aux catastrophes, donc auprès des pays pour lesquels le risque de catastrophe est très élevé, ont reçu très peu d'aide. Du coup, l'aide est concentrée auprès de certains pays, elle n'est pas suffisante. Et certains pays qui en auraient besoin, comme par exemple la Birmanie, le Myanmar, l'Afghanistan, la RDC, l'Éthiopie et d'autres, largement exposés, ne bénéficient pas de cette aide. Du coup, il y a un problème aussi d'où est répartie l'aide. Slide suivante, s'il vous plaît. Je vais un peu insister sur ce point et me dépêcher. Quand on parle de bailleurs et des bailleurs principaux, vous le savez peut-être sans doute, c'est avant tout la Banque mondiale et la JICA, la coopération japonaise, qui finance la RRC. La Banque mondiale finance plus de 30% des financements RRC depuis de 91 jusqu'à 2010. Et quand vous le voyez, si vous regardez le diagramme, ce n'est pas très clair, mais toute la partie violette majoritaire, c'est le Japon qui finance la réduction risque de catastrophe globalement parmi tous les bailleurs internationaux. Ne cherchez pas la France dans le diagramme parce que malheureusement, on n'y est pas et j'en suis pas forcément fier. Slide suivante, s'il vous plaît. Je rebondis sur ce dont je viens de parler. On n'est pas dans le diagramme, la France et plus particulièrement l'AFD. Mais par contre, je tenais à vous préciser, vous voyez dans le tableau que j'ai joint les montants de l'aide publique au développement. Ça veut dire parmi tous les bailleurs de fonds français, qui soient aussi bien l'AFD, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, sur la globalité des financements qui sont labellisables réduction risque de catastrophe. Du coup, ce qui veut dire, c'est que chaque année, la France publie dans le cadre des accords de Sendai tout le pourcentage de son aide publique au développement ainsi que les montants bruts de son aide au développement. Ce que vous pouvez voir, c'est en gros les montants évoluent, c'est en millions de dollars. En 2019, on finançait 442 millions de dollars sur la réduction risque de catastrophe et en 2018, on est à 327 millions. Je n'ai pas réussi à vous proposer une tendance parce qu'en fait, les modes de calcul ont changé et cet exercice n'est pas vraiment facile. L'aide publique au développement est calculée selon 3 codes, mais je ne vais pas trop insister sur cet aspect-là. Le principal maintenant qu'on utilise, c'est celui que vous voyez au milieu, qui est le 4360, qui cible directement la réduction risque de catastrophe. En ce qui concerne plus particulièrement l'AFD, en 2017, sur les 2269 projets qui ont été financés par l'AFD, soit en prêt, soit en subvention, 89 projets étaient labellisés RRC, ce qui constitue 4% des projets financés par l'AFD. Slide suivante, s'il vous plaît. Là, je vous fournis plus en détail, mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. En fait, comment tous les acteurs français qui publient l'aide publique au développement pour la réduction risque de catastrophe, donc vous voyez l'Agence française de développement, il y a aussi la coopération décentralisée, le ministère des Affaires étrangères, comme je vous le disais, et ces montants sont dissociés en fonction du code et en fonction du bailleur. Slide suivante, s'il vous plaît. Je pense que c'est cette partie qui vous intéresse plus et je vais un peu m'attarder sur cette slide. J'ai 2 slides sur des projets phares financés par l'AFD qui touchent la réduction risque de catastrophe en 2019 et en 2020. Je voulais vous parler très rapidement. Le premier projet, vous le voyez en haut, on a financé 5 millions d'euros en Jordanie. On a directement financé la protection civile jordanienne suite à des inondations pour qu'elle mette en place un projet de réduction risque de catastrophe qui visait à mettre en place une cartographie du risque inondation dans les camps de réfugiés et également des plans de contingence suite à cette cartographie qui seraient après montés à l'échelle dans le pays.
Ce financement a été octroyé grâce à une enveloppe de subvention qui est disponible depuis 2017 à l'AFD, qu'on appelle le fonds MINCA. C'est un fonds qui permet, dont l'objectif est de permettre aux pays en crise d'accéder plus rapidement à la paix. Une autre subvention dont on est en subvention dans ce cas-là, une autre subvention et un autre exemple que je voulais vous donner, c'est un projet qu'on appelle le projet R2D2 en Haïti. On a financé directement des OSC haïtiennes pour un montant d'1,5 million d'euros. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est de permettre à ces ONG qui travaillent vraiment au niveau local d'être en mesure de mettre en place des mesures préventives au niveau local et d'avoir une enveloppe minime mais intéressante de 30 000 euros pour répondre à tout type de catastrophe. Nos partenaires ont pu intervenir lors du tremblement de terre qui a eu lieu l'année dernière en Haïti. Je voulais aussi vous donner un exemple de prêt, parce que peut-être que pour vous, les types de financement couverts par l'AFD ne sont pas très clairs, mais la plus grande partie de notre budget qui touche la réduction risque de catastrophe est pour financer directement des États. La partie en subvention est plus minime. Et en partenariat avec la Banque mondiale, on a renforcé les capacités de l'Agence nationale de gestion des catastrophes de Madagascar en lui octroyant un prêt de plus de 60 millions d'euros qui lui permet, après un travail de renforcement de ses capacités par la mise en place de réformes, de bénéficier d'une enveloppe utile à la réponse aux catastrophes. Madagascar l'a utilisé suite à des inondations et suite à l'épidémie de Covid. Slide suivante, s'il vous plaît. Et je me dépêche parce que je crois que je suis un peu en retard. Je pense que c'est Julien qui a parlé de ce projet. On a financé un consortium d'ONG françaises au Liban, qui est en lead par Solidarité Internationale, mais la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge libanaise sont aussi partenaires. Ce financement est intéressant parce qu'on a pu, grâce à l'enveloppe MINCA également dont je vous ai parlé avant, financer un projet de prévention du risque inondation dans 2 bassins versants du Liban, suite à un montant de 13,7 millions d'euros en partenariat avec l'agence danoise Danida. Ce projet me semble vraiment intéressant parce qu'on a pu pour la première fois accorder un financement conséquent sur une durée de 4 ans à des ONG françaises en leur permettant de mettre en place un projet de réduction risque de catastrophe conséquent et qui ne soit pas vraiment limité à une courte durée. L'autre projet dont je voulais vous parler, c'est un projet au Mozambique. On a financé en partie la Croix-Rouge française également pour un projet de réduction risque de catastrophe et de solutions fondées sur la nature qui permet à mettre en place un dispositif de gestion des catastrophes dans la vallée du Zambèze, mais également de replanter de la mangrove pour faire en sorte qu'elle devienne une barrière naturelle comme c'était le cas avant suite à des houles cycloniques, par exemple. Je vais m'arrêter là-dessus. Slide suivante, s'il vous plaît. Et je vais arrêter sur cette slide. Pour vous parler précisément de la RRC à l'AFD, on finance la RRC depuis très longtemps, mais un chantier qui a été mené suite à une prise de conscience de la direction de l'AFD sur les besoins de monter en gamme au niveau de la réduction des catastrophes. Un chantier a été lancé en 2015. Il a permis d'aboutir à une feuille de route en 2017 qui a participé à mon recrutement. Et ce chantier a permis de clairement identifier que l'AFD voulait augmenter ses ambitions en ce qui concerne la réduction des catastrophes, d'où les financements dont je viens de vous parler, dont ont été bénéficiaires certaines ONG françaises. Le dernier mot, c'est que la coopération internationale est encore un peu trop timide pour les financements de risques de catastrophes. Je suis un convaincu. Mon travail est de faire en sorte que la réduction des risques de catastrophe soit mieux et plus financée. Grâce à mes collègues basés en ONG, on continue à mener ce combat. Je vous remercie. Je vais passer la parole à mon collègue François Gruneval qui travaille pour l'URD et qui saura vous donner des exemples clairs et précis de projets de réduction des risques de catastrophe et d'urgence. Merci François. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc le réseau Repère faisait partie des délégations françaises à Sendai et à Cancun. Et dans la lettre ouverte que nous avions lue lors de la séance de clôture à Cancun,
nous avions dit qu'il ne fallait pas laisser de catastrophes sur lesquelles on n'apprenne pas, car les enjeux d'apprentissage sont essentiels. Et donc, l'année dernière, en fait, on a eu l'occasion de faire 2 exercices très intéressants. L'un suite à l'explosion à Beyrouth du 4 août et l'autre suite aux inondations suite à la tempête Alex dans la Roya et dans la Vésubie, dans les vallées des Alpes-Maritimes, en se disant que finalement les catastrophes, c'est plus des questions du Sud, c'est une question globale et donc il y a un enjeu de faire des apprentissages croisés et finalement on a continué d'avoir des grandes inondations en Europe comme au Sud et on a continué d'avoir des catastrophes technologiques, y compris en Europe. Et donc, il y a vraiment un enjeu de travail croisé. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire sur ces regards croisés, Beyrouth et Roya, avec, alors, suivante. Slide suivante. Toc, toc. Allô? Voilà, donc dans les 2 cas, on a mené des évaluations en temps réel, avec chaque fois une première mission qui était dans les 10 jours après l'événement pour voir la première phase de la réponse, et une deuxième mission, donc 2 mois après. Et puis on continue de suivre. J'étais encore à Beyrouth il y a quelques mois et j'étais encore à La Roya il y a 2 semaines lors de l'anniversaire d'1 an de Alex. Donc on essaie de suivre un peu ce qui se passe, car c'est très riche d'enseignements. Slide suivante. Slide suivante. Donc, dans les 2 cas, on s'aperçoit qu'on est sur des phénomènes d'une grande soudaineté, d'une grande violence, et se pose évidemment la question de l'alerte, car face à l'impact de l'événement, il y a des phénomènes de surprise, et c'est là où joue toute la problématique de la préparation et de la prévention. Et donc, dans les 2 cas, en fait, tout le monde a été surpris, même si l'alerte rouge avait été sonnée dans la Roya, et je reviendrai là-dessus. Slide suivante. Donc, en effet, finalement, assez peu de prévention dans les vallées de la Roya. Finalement, le développement s'était passé sans prendre en compte les facteurs de risque, avec des maisons, y compris, vous voyez, la maison tout en bas dans la photo, qui était quasiment dans le lit de la rivière, des maisons vraiment sur le bord du cours d'eau. Et quand la rivière est arrivée, tout ça a été emporté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur la vallée de la Roya, 15 jours avant, il y avait eu un exercice de prévention, de préparation aux mairies. Donc, alerte. Donc, qu'est-ce qu'une mairie doit faire en contexte de crise? Et finalement, quand la vigilance s'est passée au rouge sombre, les maires de cette vallée ont commencé à s'organiser, à prévenir, à évacuer quelques personnes, même à mettre des bulldozers hors de zones inondables pour qu'ils puissent servir. Ça, c'est dans la Roya. Dans la Vésubie, donc la vallée d'à côté, il n'y avait pas eu de travail de préparation, aucune formation de prévention, et eux se sont pris la tempête en pleine figure de façon très dramatique. Et donc, on s'aperçoit que quand on peut avoir des systèmes d'alarme et une cartographie des risques, ça modifie de façon très, très significativement la capacité de réagir, de sauver des vies, de sauver des biens, etc. Sur le Liban, eh bien, il y avait, des gens savaient qu'il y avait ces stocks d'ammoniac qui étaient stockés, d'ammonium qui étaient stockés. Mais évidemment, une catastrophe comme ça, technologique, ça a explosé. Il n'y avait aucune alerte. Et donc là, tout le monde s'est pris en pleine figure. Ce qui est intéressant dans les 2 cas, c'est que face à la surprise et face au manque d'alerte finalement, et face au manque de prévention, ceux qui se mobilisent d'abord, c'est les réseaux citoyens, les réseaux sociaux, les voisins, les élus, qui jouent un rôle très important dans ces contextes-là, et qui ont dans les 2 cas, et c'est ce que nous on appelle la face cachée de la réponse aux crises, c'est cette mobilisation citoyenne que l'on voit aussi bien au nord qu'au sud, et qui en général est complètement oubliée quand les acteurs internationaux arrivent. Or, pendant les premières heures, voire les premiers jours, ils sont souvent tout seuls à faire une grande partie du travail,
Et donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui nous semble important à mettre en œuvre, à prendre en compte et peut-être à mieux intégrer dans les capacités de travail de l'aide internationale, comment on identifie, comment on soutient, comment on se met en appui à ces mobilisations citoyennes, à ces réseaux d'élus, à ces mécanismes qui se mobilisent sur Facebook ou WhatsApp pour répondre. Slide suivante. Alors, après, qu'est-ce qu'on voit? On voit une question très complexe sur les mécanismes de l'aide qui pose, là encore, la question de comment on pense ça en amont. Donc, le phénomène classique, ça a été d'envoyer, c'est classique d'envoyer de la nature, de l'aide en kind, en nature. Et on a vu ça aussi bien à Beyrouth que dans la Roya. Ça encombre les entrepôts, ça encombre les douanes, ça encombre. Et c'est souvent très compliqué à gérer, même si, évidemment, ça peut être potentiellement très utile. Les deux choses qu'on oublie, c'est comment on réfléchit en amont aux possibilités de travailler avec des apports en liquidité et évidemment la prise en compte des enjeux assurantiels. Sur la Roya, ça a été un des grands débats et ça reste un des grands débats avec les assurances en France, hein, parce que les coûts sont très élevés. Et sur le Liban, c'est encore plus une question aiguë, parce que tant qu'on n'aura pas réglé la question de quelles sont les causes de l'explosion, les systèmes d'assurance ne fonctionnent pas, parce qu'aucune assurance ne fonctionne des faits de guerre. Or, il peut s'avérer, et on ne le sait pas, et pour l'instant, ce que vous lisez dans les médias sur les difficultés de continuer l'enquête rend toute mécanique assurantielle non jouable pour l'instant sur le Liban, sur Beyrouth. Et donc, ça pose évidemment des questions très importantes de comment on se prépare, comment on réfléchit, des questions sur cette nécessité, dans un certain nombre de cas, de faire de l'aide en nature, mais aussi de l'aide en cash et de travailler sur des mécanismes assurantiels. Slide suivante. Alors après, évidemment, l'État est un acteur théoriquement très important, fondamental dans la gestion des catastrophes. On a vu sur la Roya que 3 ou 4 jours après, finalement, l'État a commencé à se bouger. Des maires et dans des villages, les gens sont restés sans aucun contact avec personne pendant 3-4 jours. L'utilisation des satellites et des téléphones satellites n'est pas très, très développée en France. Et une des premières choses qui tombent avec une catastrophe, c'est souvent les systèmes de télécommunication mobile. Finalement, évidemment, en France, il y a des moyens qui sont arrivés, la protection civile, on a la chance d'avoir des hélicoptères, l'armée a été mobilisée, EDF, etc. Les services ont fait un travail fantastique. Au Liban, il n'y avait rien de ça. Les pauvres pompiers libanais, d'abord, ils ont été très touchés eux-mêmes par l'explosion. Il y avait un travail de formation qui était prévu en 2019 pour former les pompiers libanais au risque NRBC, donc au risque de catastrophe technologique. Finalement, à cause de la Covid, ça n'a pas eu lieu et donc ça a évidemment manqué. Et évidemment, les moyens disponibles, là on voit le pauvre camion de pompiers de Tripoli qui aurait dû être envoyé sur Beyrouth après le blast. Et finalement, les gens ont dit, mais si on l'envoie à Beyrouth après le blast, il n'y aura plus aucun moyen de traiter les incendies sur Tripoli même. Et donc, il faut le garder. Donc, on voit dès que, quand l'État est faible, peu équipé, a peu de moyens, il y a des choix assez compliqués qui doivent être faits, envoyer, déployer, garder pour pouvoir fonctionner en dernier recours dans d'autres zones. Donc, c'est des choix assez compliqués. Alors, évidemment, après, le gouvernement français a promis beaucoup d'argent pour la Roya, la région PACA aussi, alors qu'aucun de ces moyens ne sont disponibles réellement pour Beyrouth. Slide suivante. Alors après, se pose la question des enjeux de coordination et on s'aperçoit que plus la coordination est préparée, pensée en amont,
voire même avec des exercices, plus elle peut être efficace. Dans la Roya, au début, pendant 2-3 jours, dans tous les villages là-bas, la coordination était extrêmement précaire. Et à un moment, la protection civile française, la sécurité civile, a déployé dans un certain nombre de zones des pompiers spécialisés pour essayer de mettre en place des centres de crise au niveau des communes pour que ça fonctionne. Et eux sont formés, équipés, ils savent comment s'organiser, etc. Et ça a complètement changé les mécanismes de coordination au niveau des vallées. Ils ont commencé à cartographier, ils ont commencé à organiser des conférences Zoom pour essayer d'assurer que tous les acteurs soient. Donc, ils ont réussi à faire ça. Au Liban, les mécanismes qui auraient dû normalement fonctionner, notamment l'unité DRR du gouvernement, eh bien, dans la continuation de la démission du Premier ministre, ont été démis de leur rôle et l'armée a été mise en charge de la coordination avec tous les problèmes que ça a pu poser parce que voilà, ce n'est pas des spécialistes, la discussion avec les civils est quelque chose de pas simple et on s'est trouvé avec une coordination assez chaotique, y compris au Liban. Le gros de la coordination était avant tenu par le HCR pour les réfugiés syriens et par UNRWA pour les réfugiés palestiniens. Et il n'y avait aucune coordination humanitaire prévue pour le Liban. Le bureau d'OCHA était un tout petit bureau et qui a dû faire face à une énorme arrivée d'aide dans tous les sens. Et ça a été assez chaotique parce que ça n'était pas du tout prévu, anticipé dans l'écran radar de personne. Et donc là, on voit combien, plus on est préparé, plus on a fait des exercices sur ces questions-là, mieux on est à même de mettre en place des processus de coordination. Slide suivante. Alors après, se pose la question de la prévention. Donc la prévention, c'est identification et cartographie des risques. Si on prend la slide du bas, la photo du bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit les petites maisons carrées, c'est les bureaux de l'Union intermunicipale. Les bureaux gris qui sont juste à côté, c'est la caserne des pompiers. De l'autre côté de la rue, il y a des grands réservoirs de pétrole. Et en fait, c'est juste à côté du port. Donc, une des premières choses qui sautera s'il y a un problème sur le port, c'est la caserne des pompiers. Donc, voilà, la réflexion sur le risque, ça veut dire positionner autrement, faire attention. Tout le travail qui a été fait sur les vallées de la Roya, là encore quelques semaines avant l'incendie, qui étaient les cartographies des zones inondables, en fait, il y a eu assez peu de travail dessus en prévention. C'était trop récent, mais ça aurait pu s'avérer très intéressant. Sur la carte avec plein de couleurs, c'est une cartographie des risques qu'on a fait sur la ville de Tripoli au Liban, tenant compte de toutes les leçons qu'on a tirées de Beyrouth, dans lesquelles on a travaillé sur risque technologique, risque social, risque sismique, risque d'inondation, etc., pour voir comment, en superposant ces différents risques, on peut, travailler sur les dynamiques de prévention. Donc, on peut prévenir, notamment travailler sur les inondations. 2, travailler sur les mécanismes d'alerte. Et on sait qu'à séisme, il n'y a pas souvent d'alerte, mais quand même, il y a tout un travail sur le Liban, sur les mouvements de la faille. Et il y a un petit logiciel qui permet de savoir en permanence ce qui se passe dans le sous-sol du Liban. Donc voilà, on peut travailler sur les alertes. Les systèmes de conflit, là encore, il y a en général des alertes. Voilà. Donc, une cartographie comme ça permet à la fois faire de la prévention, faire de la préparation, faire de l'alerte et être mieux à même à répondre aux cas de besoin. Donc ça, c'est un processus un petit peu global, mais qu'on a vu vraiment bien apparaître avec ces 2 études de cas. Dernière slide, je crois. Voilà. Alors évidemment, le post-catastrophe est quelque chose de très important, car c'est là où se construisent 3 choses. Un qui est la mémoire de la catastrophe. Et cette mémoire de la catastrophe, c'est un outil essentiel pour la prévention et la préparation de la catastrophe d'après.
La deuxième chose qui se passe, c'est des moments de deuil. Hein. Là, on voit les cérémonies de 1 an après Alex à La Roya, qui ont été des moments d'une très, très grande émotion, de souvenirs de ce qui s'était passé, des morts, des vivants, de l'entraide, une grande célébration de l'entraide qui a pu y avoir à ce moment-là. Et donc, voilà. Donc, et puis, la troisième chose qui se construit, c'est aussi des leçons apprises que l'on peut structurer en termes de prévention, préparation, reconstruction. Et donc, nous, pendant les missions sur La Roya, notamment une des missions, on a fait tout le survol en hélicoptère des vallées, parce qu'en fait, quand il y a eu une inondation comme celle-là qui a abrasé tous les bas de pente, ça veut dire qu'en fait, ça va glisser. Il faut regarder au-dessus si on voit des traces de détachement de terrain, etc., pour s'y préparer. Et donc, voilà. Apprendre, célébrer pour créer une mémoire collective et travailler sur la résilience collective, c'est vraiment les enjeux de ces leçons apprises post-catastrophe. Et je crois que je dois avoir terminé. Merci beaucoup François, c'est tellement intéressant et je suis totalement d'accord avec toi. C'est dommage, mais la catastrophe, l'après la catastrophe ou le phase de réponse aux catastrophes, c'est aussi l'opportunité d'introduire des mesures de la réduction de risque de catastrophe. Parce que le mémoire, c'est fraîche, le mémoire est là. Et on voit le besoin, la nécessité de travailler pour réduire le risque dans la future pour nos enfants, pour nous aussi. On s'arrête là. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et maintenant, c'est ouvert pour toutes les questions. J'ai vu qu'il y a déjà quelques questions. Il y a 2 questions. L'une question, je pense, Julien, si tu peux répondre, c'est la question de Romain. Sur le côté comment ou quels sont les moyens pour évaluer le niveau résiduel acceptable, qui est très, très intéressante, et aussi le lien avec la gestion de risque de catastrophe, early warning, réponse précoce, resilient building, parce que c'est lié aussi à ta présentation concernée chaque étape de la gestion de risque de catastrophe. Je pense que tu es dans la bonne position pour répondre sur cette question. À toi, Julien. Ouais, merci Lynn et bonjour à Romain. Hein. Donc effectivement, c'est une très bonne question. Elle n'est pas facile à répondre. Je vais faire mieux. Bon, je dirais que du point de vue de ceux qui sont investis en RRC au sens large, le risque résiduel, c'est finalement le risque le plus bas possible. Et évidemment, c'est assez subjectif et assez aléatoire, mais c'est finalement le risque qu'on pourrait arriver à contenir à travers des activités de gestion de crise, en fait. Je pense que c'est ça, là, finalement, le niveau le plus acceptable. C'est celui qu'on peut tenter d'éviter quand même en évacuant les localités, en protégeant les outils de production des gens, etc. etc. Je pense qu'il n'y a pas de niveau standard, il n'y a pas de norme de risque résiduel standard, il n'y a pas de norme là-dessus. En tout cas, moi, je n'ai jamais rien vu passer de tel. Alors après, si on s'intéresse vraiment à un contexte spécifique, on va modéliser les risques. Hein, donc, on va se rendre compte que si tant de pluie est précipité, ça va générer en temps de telle durée une crue de telle hauteur, etc. Donc là, on peut être sur des échelles assez fines hein, de mesure et de gestion des risques. Et c'est peut-être à ça que tu faisais référence, Romain, je ne sais pas. Auquel cas, effectivement, là, ça peut être très quantifiable, mais c'est très contextualisé. Et souvent, dans ces cas de figure-là, quand on travaille à l'échelle notamment d'un bassin versant, qu'on va s'intéresser au bilan hydrologique en particulier, si on prend le risque d'inondation, effectivement, là, on va avoir des seuils à partir desquels on va définir des protocoles de mise en sûreté des populations et de leurs biens. Je ne sais pas si ça répond très bien à ta question. N'hésite pas à me dire si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas aussi vous autres à compléter. Hein. Ouais. Moi, si je peux amener deux éléments. Alors, la première chose, c'est que les populations mettent toujours en balance des risques et des opportunités. Je prends juste 2 exemples. Hein. Parmi les endroits les plus fertiles de la planète, il y a les pentes des volcans, parce que c'est de la lave, des poussières très, très fertiles, et faire partir les gens de ces zones-là, qui sont des zones qui produisent énormément
pour un risque élusif d'éruption volcanique, soyons clairs, on n'y arrivera pas. De même, il y a des tas d'endroits, moi je suis actuellement en mission à Bangui, où il y a des tas de problèmes, des vagues d'inondations sur les bords du fleuve Bangui, et les populations les plus touchées évidemment par les inondations, c'est les pêcheurs, mais aucune mesure qui mettrait les pêcheurs loin de la rivière n'est jouable. Donc on peut leur faire les promesses, et on peut leur construire toutes les belles maisons à 5 km de la berge, ils ne vont pas y aller, parce qu'eux, ils ont besoin d'être le matin très tôt pour pêcher. Donc, il faut rentrer dans cette compréhension que les gens, ils sont dans des facteurs de pression, et qu'il y a donc tout un travail de réflexion, donc comment est-ce qu'on les aide, alors, évidemment, à mieux comprendre le risque, à mieux éventuellement développer des mécanismes anti-risque, avoir une petite maison au bord du fleuve et le reste plus loin. Enfin, il y a plein de mécanismes qui peuvent se penser. Et puis, évidemment, penser les alertes, penser la formation aux bons réflexes, des éléments clés. Mais voilà, en effet, parce que ce risque résiduel, les gens ne le voient pas nécessairement comme ça ou comme nous. Les gens, ils intègrent ce risque dans leur stratégie de survie, et tout déplacement autoritaire vers des zones sécurisées, l'histoire montre que ça ne marche que dans des pays totalitaires où on fait marcher des fusils, quoi. Et donc, il y a toute une réflexion. Et après, est-ce que c'est des habitats sur pilotis? Est-ce que c'est pas... Bon, il peut y avoir des réflexions d'adaptation locale pour travailler sur ces questions-là. Mais en effet, c'est un truc très compliqué. Merci François, merci Julien. Je suis totalement d'accord. Et la RSC, il faut adopter aussi l'approche socio-anthropo pour comprendre le perception de risque de la communauté pour chacun, parce que ce n'est pas la même. Et il faut avoir l'approche très locale, l'approche à la base communautaire. Et c'est pourquoi j'ai parlé sur le côté localisation de l'aide, parce que le RSC, c'est un des sujets, des approches transversales où on travaille de plus en plus avec la communauté. Je passe sur d'autres questions. Il y a une question sur le côté le risque de volcan Goma. Je pense que c'est une question assez spécifique. Je voudrais peut-être envoyer un email spécifique après quelques recherches sur ce sujet. Il y a une autre question sur je pense à toi Guillaume, parce qu'il y a quelqu'un qui est très intéressé sur comment on peut être un membre de le réseau repère. Alors, j'ai vu cette question. Alors, je pense qu'il faut déjà se rapprocher de nous. Donc, on avait anciennement une adresse globale, mais sinon, je pense qu'on peut communiquer nos adresses et que cette personne, si elle fait partie d'un réseau, eh bien, se rapproche de nous. Et voilà, il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas de modus operandi spécifique pour nous rejoindre, c'est comprendre un peu comment elle travaille, est-ce qu'on se rejoint sur les objectifs du réseau. Mais l'idée est que ce réseau soit le plus ouvert possible, et plus on est nombreux, plus on peut être fort. Donc voilà, il n'y a pas de... Je parle aussi sous le contrôle de mes collègues, il n'y a pas de comment dire, de guide particulier pour faire partie du réseau, se rapprocher de nous et puis échanger et se rencontrer, connaître un petit peu l'organisation et voir comment on peut travailler ensemble. Bon, je pense que la question la réponse est très claire. Contactez-nous et on va discuter. Il y a une question sur le côté système alerte précoce. Je pense que je peux répondre, mais avant ça, Guillaume de AFD, il y a une autre question sur le financement de développement pour la RSC. Est-ce qu'elle est limitée par l'approche de ces structures centrées sur l'État ou pas? Et dans le contexte de l'État très faible, qu'est-ce que ça l'implication pour les bailleurs? Merci pour cette question. À l'origine, l'AFD étant une banque financée directement des institutions, et du coup, mis à part la section des PAOSC qui finance également la RRC, mais qui a un guichet à part de l'AFD,
finalement, la majeure partie des financements étaient directement auprès des États. Depuis qu'on a le fonds MINCA qui est disponible, l'idée, c'est de travailler de plus en plus dans des pays fragiles. Et l'exemple que j'ai donné au Liban, on finance directement les ONG parce qu'on a vu le contexte actuel libanais que tout le monde connaît, on a pris la décision qu'il était compliqué de directement les financer. Ils sont impliqués, les autorités libanaises et la DRM Unit dont a parlé François est impliquée dans le projet, mais pas directement bénéficiaire du financement, parce qu'on a jugé que ce n'était pas encore le bon moment. Après, sur toutes les enveloppes de subventions dans les pays en crise de l'AFD, une petite part est allouée à la réduction risque de catastrophe. Depuis que je suis en poste, il y a eu un projet en 2019, un projet en 2020, et il y a des projets en cours d'instruction actuellement, mais qui sont plutôt en lien à la protection civile, et on financerait, parce que ce n'est pas encore sûr, la protection civile de certains pays. Mais après, j'espère avoir répondu à la question. Je pense qu'au moins à l'AFD, grâce à cette ligne de financement, on a de plus en plus recours, en tout cas, toutes thématiques confondues, à financer des ONG. Pierre, si je n'ai pas répondu à ta question, n'hésite pas à me préciser. Moi j'aimerais bien revenir sur Goma, parce que c'est quand même un truc très intéressant. Si tu me permets, Lynn. Oui, oui, allez-y, François. Voilà, parce que donc nous, on a eu la chance, on a évalué la réponse à l'éruption du Nira-Congo sur Goma, donc de 2003-2004 par là, et on était sur Goma finalement quelques semaines avant et avant la dernière explosion, et en fait dans les deux cas, alors je crois que il existe sur Goma un institut des volcans qui, hélas, est complètement décapitalisé, qui n'a plus beaucoup de moyens pour travailler, mais qui émettait des alertes, parce qu'en fait, le magmatisme du Nira-Congo, c'est un magmatisme qui a une caractéristique assez particulière et qui fait quand même très fortement bouger la surface du globe, sur lequel il y a des émanations de gaz. Voilà. Donc, en fait, aucune de ces éruptions et aucune de ces lacs de lave n'est arrivée sans qu'il y ait eu des signes d'avant. Et ça ramène au système d'alerte, qui est une des questions. Je pense que beaucoup plus sur le volcanisme que sur le sismique traditionnel, enfin sur les tremblements de terre, il existe en fait des systèmes d'alerte. On peut suivre la surface du globe, on peut suivre les émanations, etc. Et le gros enjeu, ce n'est pas tant l'alerte, c'est comment est-ce qu'on transforme cette alerte en une alarme et en des comportements. Ce qu'on avait vu lors du tremblement de l'éruption volcanique de 2004, c'est qu'une des premières choses qui s'est passée, c'est l'aide internationale, hop, elle est partie au Rwanda. Et elle a laissé les acteurs congolais tout seuls à répondre, à s'organiser, à voir comment faire quelque chose. La dernière éruption, elle a changé, puisqu'en fait, il y avait un énorme dispositif international, beaucoup plus grand qu'avant, sur Goma, y compris parce qu'il y avait eu de la réponse Ebola, etc. Et donc, une partie de l'aide était encore sur place quand la lave est arrivée sur Goma, et une partie a pu se mettre en place. Mais les gens, en fait, ont été beaucoup plus réactifs par rapport à leur expérience précédente, et on s'aperçoit là encore que des expériences peuvent se transformer en outils très intéressants de gestion du risque quand il arrive. Mais voilà, grosso modo, sur certains cas volcaniques, il peut y avoir de l'alerte. Et la grosse question, c'est comment on transforme cette alerte en message, et comment on a formé les populations pour suivre ces messages, les routes d'évacuation, les choses à faire quand il y a la première étape du message, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le sac pour partir tout de suite, etc. Donc c'est là où toute la formation à la réponse aux alarmes et aux alertes est presque aussi importante que l'alerte elle-même. Je m'arrête là.
Merci François. Je pense à presque la réponse de toutes les questions, n'importe pays, tout le monde. Dans ce cas-là, j'espère que ça répond aux questions de cette participant. Et sur la question sur le système alerte précoce, donc, en général, le système alerte précoce, il y a 4 étapes. L'analyse de risque, le suivi et la dissémination des alertes. Le 4e, c'est tout le côté de système alerte, le suivi, monitoring, alerte. Et le 4e, sur le côté réponse. Comment on peut évaluer? Il faut évaluer toutes les 4 étapes. Est-ce qu'on fait une bonne analyse de risque? Est-ce qu'on a aussi un bon système de suivi? Est-ce que notre message, est-ce que c'est quelque chose de clair? Est-ce que c'est compréhensible? Aujourd'hui, on a parlé sur impact-based forecasting, c'est la prévision de l'impact. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'est-ce que c'était la température aujourd'hui, il pleut, il ne pleut pas, mais c'est quoi l'impact de le temps sur notre vie? Est-ce qu'il a dit il a de vent de 120 km par heure, mais c'est-à-dire quoi notre communauté? Bon, la prévision sur l'impact va aussi facilement déclencher aussi les actions préparation et réponse. Et l'idée, c'est le but à la fin, c'est la population, le target cible, le message de système alerte précoce comprend, c'est-à-dire quoi, et réagir en amont basé sur les informations qu'il a reçues. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Il y a d'autres questions, je pense, commencer à remplir. Il y a une question supplétoire, François. La rôle de la société civile est très importante en situation d'urgence. Beaucoup d'apprentissages se font à ce moment-là, mais on oublie vite le rôle ensuite. Et ne croyez-vous pas qu'il faudrait davantage travailler sur cet aspect pour la prévention, pour l'alerte d'intervention en cours? Bon. Alors, complètement d'accord. Alors, on vient d'avoir nos universités d'automne de l'humanitaire sur ce sujet-là et qui essayent de proposer des recommandations. Donc, vous verrez bientôt le film et le compte-rendu des 3 jours de travail. On a vraiment travaillé sur qu'est-ce que ça veut dire, enfin, comment est-ce que toute cette expérience accumulée par la société civile devient un élément de force pour la suite. On a vu par exemple les mouvements de citoyens qui s'étaient créés sur la Roya, sont allés aider les mouvements allemands après les inondations en Allemagne. On a vu des ONG spontanées qui s'étaient créées après, ou des structures spontanées qui s'étaient créées après l'explosion à Beyrouth, qui se sont transformées en ONG qui font du travail social sur le Covid. Donc voilà, il y a toute une dynamique qui se met en place et il faut savoir l'accompagner, la soutenir, surtout pas lui faire d'ombre car elle doit croître à sa propre vitesse. Il faut éviter les récupérations qui sont potentiellement très dangereuses, mais en effet, il faut surtout faire remonter ça. Nous, ce qu'on a réussi à faire, par exemple, sur le Nord-Liban, c'est d'assurer sur la base de l'expérience de Beyrouth que les ONG aient un siège à la cellule de crise du Nord-Liban. Ce qui n'était pas du tout voulu avant, mais on a pu démontrer grâce à cette expérience de Beyrouth et de leur rôle très important après l'explosion, qu'elles étaient légitimes à avoir ce rôle. Donc voilà, donc on va dans cette direction-là. C'est un combat sur lequel il faut pas laisser tomber les bras parce que c'est un combat difficile, mais je crois qu'il faut en effet pousser là-dessus. Merci. Merci François. Je pense qu'il y a une autre question d'Éric. Je pense que je te connais, Éric. Et je pense peut-être, Guillaume, si tu peux répondre aux questions, c'est sur le côté, il y a de plus en plus de projets, on dit réduction de risque de catastrophe, mais en effet, c'est beaucoup la préparation aux catastrophes. Et récemment aussi, j'ai vu qu'il y a aussi un changement dans le politique de l'éco. Maintenant, on a sur le politique de l'éco, c'est préparation, pas forcément réduction de risque de catastrophe. Personnellement, je suis très déçue pour ce changement d'éco. Donc, ton point de vue bailleur du fonds, comment tu vois cette tendance on devient de plus en plus préparation et on ne traite pas la question de base de la réduction de risque de catastrophe, c'est réduire la vulnérabilité, renforcement de la capacité de la communauté. Pour répondre à cette question, j'ai pas du tout une vision globale et c'est vrai que c'est difficile pour moi de répondre.
j'ai pas la sensation que finalement les projets soient plus orientés vers la préparation à la réponse que la prévention. Moi, en ce qui me concerne à l'AFD, quand je suis dans une évaluation, c'est vrai qu'on on essaye au maximum de bien doser le pourcentage de ces différentes thématiques par rapport aux besoins. À l'AFD, il y a une prépondérance pour tout ce qui est prévention et plutôt infrastructure. Du coup, ce que je dirais, mon combat en ce qui me concerne, c'est de faire en sorte que toutes les notions de préparation à la réponse soient bien plus prises en compte et intégrées dans le projet pour qu'il y ait un bon équilibre. Mais c'est vrai que je trouve que l'équation vraiment doit être définie en fonction vraiment des besoins qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais par contre, il me semble pertinent que de mener de front dans un même projet ces deux thématiques et de jamais en oublier une parce que je les trouve toutes les deux relativement essentielles, ou au moins dans toutes les expériences que j'ai eues dans la réduction risque des catastrophes, elles doivent vraiment être menées de front. Mais je n'ai pas de vision globale sur l'évolution, je m'en excuse. Je pense que c'est moi aussi. Je juste avoir l'impression, mais je comprends aussi que normalement, on commence un projet, on a la tendance de faire beaucoup de préparation parce que c'est plus facile de parler à la communauté. Mais aussi que, Eric, je vois que le Biorefond développement classé comme AFD, où maintenant il a de plus en plus financé le projet réduction du risque de catastrophe. Et je pense que ça, c'est l'opportunité, mais la réduction de risque de catastrophe, je pense, c'est plus censé dans le domaine développement et un petit peu moins dans le domaine humanitaire. Sans doute. Sans doute, tu as raison. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'AFD, pour les personnes qui sont basées sur le terrain, qui n'hésitent pas à voir les agents sur place et en gros, et proposer un mode d'intervention qui convient aux besoins qu'ils ont identifiés. On n'a pas de dogme pour savoir ce qu'on préfère financer. Désolé si je t'ai coupé, Bin. Non, pas de souci. Bin a eu plus de batterie, elle est en train de mettre la batterie. Mais entre-temps, je vois que Julien lève la main, donc si tu veux intervenir. Ouais, merci Maxence. Peut-être juste pour compléter ce qui vient d'être dit, je comprends aussi le sens de la question de Eric. Salut Eric. Alors moi, c'est quand même aussi quelque chose que j'observe. Je pense qu'on est pas mal à l'observer. Ça ne concerne pas évidemment tous les partenaires technico-financiers qu'on peut croiser, mais c'est vrai qu'il y a, je trouve, un recentrage très fort autour plutôt des efforts de préparation. Et encore, quand on parle de préparation, c'est de plus en plus ciblé, c'est sur des durées assez courtes. Là, je fais référence à tout ce que… il y a plein de dénominations pour ça, hein, mais les actions humanitaires anticipées, le forecast-based financing, etc. Finalement, l'idée, je crois, c'est quand même pour beaucoup de… en l'occurrence de bailleurs, mais pas seulement, c'est d'avoir un ratio de coût-bénéfice le meilleur possible. Et finalement, l'argument qu'on entend assez souvent de la part de ECHO, mais pas seulement, c'est finalement à peu près toutes les zones à risque, toutes les zones du monde sont à risque. Alors même si certaines le sont davantage que d'autres, est-ce qu'on n'a plus les ressources pour protéger, pour permettre aux populations de se protéger des différents aléas? Donc on va aller plutôt sur des logiques de réponse humanitaire anticipée, vraiment quand on est à peu près certain, à 80% de chance que le cyclone va arriver dans telle zone la semaine prochaine. Et finalement, voilà, c'est quelque chose qu'on voit émerger beaucoup. Et moi aussi, c'est quelque chose qui me préoccupe un petit peu parce que, évidemment, c'est un pansement, ça. C'est pas quelque chose qui va construire la résilience des sociétés. Là, peut-être un élément de réponse parmi d'autres, mais que je trouve intéressant, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler il n'y a pas si longtemps, c'est aux Philippines où on voit ce type de structures gouvernementales qui sont suffisamment organisées et qui ont les ressources financières aussi, mais pour développer en fait, ils dédient à chaque localité administrative, l'équivalent de municipalité, chacune a l'obligation de dégager, par exemple, 5% de son budget annuel pour des activités de gestion, de réduction des risques de catastrophe, vraiment telles que nous, on va le comprendre aussi, avec toutes ces mesures de prévention, d'atténuation des risques, et de les investir donc localement en amont de toute situation d'urgence ou même avant toute alerte
liés à des phénomènes ENSO ou autres, vraiment dédiés à vraiment du développement sensible au risque. Et je pense que ça, je trouve que c'est un élément de réponse intéressant et qui vient du local, en l'occurrence. Hein. C'est-à-dire que c'est les ressources financières locales qui sont mobilisées. Merci, Julien. François, tu voudrais ajouter aussi sur cette question? Oui, un tout petit truc, parce que je pense qu'il ne faut pas mal interpréter le positionnement de ECHO. Je pense qu'un des éléments de la bataille que ECHO a conduit avec DEFCO et avec des outils de développement de la commission, et je le sais parce que j'étais impliqué dans ces batailles, ça a été de dire, vous, acteurs de développement, vous devez prendre votre responsabilité. Julien a mentionné le développement sensible au risque. Ça a été une grande bataille conduite à Bruxelles pour que les outils de développement disent, mais c'est aussi notre rôle de soutenir de façon durable les activités de prévention, d'adaptation au changement climatique, voire même de façon durable la structuration des systèmes de réponse. Parce que là, on parle sur des financements de 4, 5, 10 ans, alors que l'humanitaire, c'est sur des tout petits financements et courts. Donc, je pense qu'il ne faut pas interpréter de façon négative le fait que ECHO fasse surtout de la préparation à la gestion des catastrophes. C'est aussi leur responsabilité parce que de cette préparation aux catastrophes viendra une meilleure réponse. Et par contre, toute la bataille que ECHO a conduite auprès des acteurs de développement, c'était prenez votre responsabilité avec vos budgets, avec vos outils, avec votre capacité de s'engager sur la durée pour faire ce travail de prévention, d'adaptation, de développement sensible au risque que mentionnait Julien. Donc, je pense qu'il faut plutôt se dire, si ECHO a réussi cette bataille de faire passer aux acteurs de développement leurs responsabilités, c'est une vraie bataille gagnée. Alors, il y a encore à faire, mais voilà, c'est déjà une vraie bataille gagnée. Merci. Merci beaucoup, mais en même temps, je suis d'accord avec Guillaume avant qu'on dit qu'il ne faut pas séparer la préparation, la prévention, la mitigation. C'est un processus, on dit continuum, et séparer, encore une fois, on rentre dans en séparation que c'est à moi, c'est à toi. Bon, mais c'est aussi quelque chose à discuter dans le futur. Ici, on a une question que je voudrais que mon collègue Benjamin, qui n'est pas très visible, mais il est là pour nous aujourd'hui. Une question sur le Niger. Benjamin, il a une question que dans certains pays comme le Niger, il existe des systèmes communautaires d'alerte précoce et de réponse aux urgences au niveau très local. Existe-t-il des possibilités d'appui sur ce type d'organisation? Juste pardon, merci. avant que mon collègue ne réponde, je veux juste, je dois partir. J'ai une autre réunion qui va démarrer. Donc, bonne fin de webinaire. Merci aux collègues et merci pour la qualité des échanges. Bonne fin de journée à tous et toutes. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Ouais, merci Bin pour la question. Oui, effectivement, il existe ce qu'on appelle les SCAPRU au Niger. Donc, les systèmes d'alerte précoce au niveau communautaire, il y a bien sûr d'autres pays qui le mettent en place. Et il y a évidemment des possibilités de les appuyer parce que ce sont des systèmes qui sont généralement basés sur la volonté des communautés et ce n'est pas toujours très, très bien rattaché au système institutionnel, au dispositif national du pays. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de lacunes, notamment au niveau de la pérennisation, la pérennité de ces structures. Donc oui, il y a une possibilité de les appuyer. D'ailleurs, j'en profite pour vous illustrer avec un projet que mène la Croix-Rouge française avec l'appui de l'AFD au Niger, où on travaille dans la région de Zinder et on appuie donc ces SCAPRU dans la meilleure définition des seuils, des indicateurs de suivi des différents aléas ou des différents paramètres que l'on souhaite suivre. Ça peut être sur la nutrition, ça peut être sur les inondations, ça peut être sur la sécurité alimentaire ou sur toute autre chose qui peut nous intéresser. Bien sûr, toute la partie équipement, la partie renforcement de capacité, méthodologie, notamment ils travaillent souvent juste avec des stylos et des papiers. C'est pas mal aussi de pouvoir les appuyer en ordinateur pour pouvoir un petit peu institutionnaliser mieux leur appui, envoyer leur rapport au niveau du dispositif national.
l'appui sur toute la technologie pour la remontée d'informations, pour l'harmonisation des outils dans la communication et dans la redescente d'informations également du niveau national vers les communautés. Donc voilà, il y a toutes sortes d'appuis possibles et les capacités sont bien sûr pas les mêmes en fonction d'une région à l'autre. Il y a beaucoup de pays où il y a des systèmes d'alerte précoce comme celui-ci où on peut appuyer. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup, Benjamin. Notamment sur le système à la précoce, on a parlé aussi de connaissances autochtones, de connaissances de la communauté pour regarder les arbres, le vent, le ciel et l'activité pour comment on peut utiliser connaissances locales plus les connaissances technologie scientifique pour avoir des alertes plus précises. C'est aussi un de nos travaux. Je passe peut-être pour toi, Julien, sur la question de Théodore. Si on avait des cartographies des risques par type de catastrophe, on parlait plutôt des aléas. Et la région, on peut suivre au quotidien. Je me souviens que tu as un PowerPoint, une présentation sur quelques sites web on peut utiliser très souvent, comme le CatNat, comme le Preview pour suivre des catastrophes et aussi le cartographie des risques. Oui, complètement. Bah, effectivement, Bin t'en a cité quelques-uns. Alors, bon, après, il y a ceux qui, enfin, il y a des plateformes en ligne qui font de l'analyse vraiment en temps réel, de l'analyse et pas seulement du partage d'informations météo. Je pense que le plus simple, peut-être, c'est d'en partager quelques-uns dans le chat. Donc, pour moi, il faut différencier deux choses. Il y a des plateformes, des outils qui permettent à une échelle assez macro de faire une analyse des risques, mais de manière assez structurelle, c'est-à-dire sur une année, plusieurs années, etc. Et d'autres outils qui sont beaucoup plus en temps réel et qui font du monitoring en fait, de l'évolution des conditions météo. Et après, à charge, nous, d'interpréter ce que ça va susciter comme impact. Alors, il y a GDAX qui est pour autant un peu entre les deux. C'est un outil de la Commission européenne qui fait de la publication d'alertes en croisant ce deux types finalement de gestion de l'information climatique. Donc GDAX, GDA, CS. Et voilà, ensuite, je peux en mettre d'autres dans le chat que certains ne connaîtraient peut-être pas. C'est dire qu'il y en a beaucoup et je pense qu'il faut aussi faire la part des choses entre ceux qui sont les plus fiables et ceux qui sont peut-être un petit peu moins. Dans la suite de la conversation, je vais en mettre quelques-uns que moi, en tout cas, je trouve pertinents, mais c'est que mon avis, c'est pas autorité. Merci beaucoup, Julien. Oui, on peut aussi remplir avec le site. On suit. En général, il y a plusieurs sites et on utilise selon le besoin et qu'est-ce qu'on veut, quel type d'information. Ici, je pense j'ai une question pour toi, François, comme tu es un urgentiste. C'est sur des différents témoignages ressort beaucoup la dimension développement et le lien avec autorités locales. Dans ce cadre, quel est le plus-value à l'intervention des acteurs urgentistes dans ces ERC? Très bonne question. Alors d'abord, moi, je suis aussi bien urgentiste que développeur. Je travaille des deux côtés. Quelle est la valeur ajoutée de l'intervention là-dessus? Je pense qu'il y a trois éléments de valeur ajoutée. Il y en a un qui est être à l'écoute très proche des populations pendant la crise pour repérer les éléments structurants de la crise qui pourraient être repris après par les acteurs de développement. Donc, c'est peut-être à la base de la feedback loop sur la nature de la crise et les enjeux pour la gérer et mettre en place des mesures de prévention. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en effet, la valeur ajoutée des acteurs urgentistes, c'est de pouvoir mettre en œuvre des outils qui ont été préparés dans le cadre du développement pour la gestion de la crise et être des acteurs de cette mise en œuvre. C'est-à-dire que si on a des acteurs de développement de type l'AFD qui financent des mécanismes de réponse, il y aura besoin d'acteurs humanitaires pour les mettre en place, urgentistes d'ailleurs locaux ou internationaux. Mais voilà. Et puis, il y a le troisième élément qui est pour moi intéressant, c'est que finalement, l'expérience des urgentistes, des acteurs de gestion de la crise, c'est une expérience de très grande sensibilité aux facteurs de fracture. Facteurs sociaux, facteurs
sociétaux, facteurs naturels, facteurs technologiques, etc. Et ils ont cette sensibilité que souvent les acteurs de développement n'ont pas. Et donc faire remonter cette sensibilité pour que d'un seul coup, l'acteur de développement qui veut faire un programme de prévention, on puisse lui donner les éléments par rapport auxquels il devra travailler, parce que ça ne rentre pas nécessairement dans sa grille de travail. Et quand on regarde un petit peu dans plein de grilles de travail des acteurs de développement, l'idée qu'il faut penser l'action de développement face à des risques possibles, on va parler des risques de conflits, mais on parlera très rarement des risques de type justement liés à des aléas naturels. Donc voilà, 3 éléments: sensibilité, utiliser les outils de développement préparés pour la réponse et faire remonter en feedback loop toutes les leçons tirées de la gestion de la catastrophe pour que ce soit pris en compte dans le développement. Merci François, c'est une excellente réponse. Je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, c'est difficile à imaginer comment on peut préparer pour une catastrophe si on n'a jamais vécu la catastrophe, réponse aux catastrophes. C'est une expérience qu'on ne peut pas imaginer et c'est pourquoi on a besoin d'urgentistes qui a déjà vécu, qui peut dire ça, il ne marche pas parce que le développement, vous pensez dans le long terme et nous, on a compter sur des heures, des minutes, des jours. Une autre question en anglais, Guillaume, est-ce que tu peux répondre à cette question parce que je pense que c'est une question très intéressante sur le côté localization agenda. Elle est où la question, pardon? Sur un spectateur anonyme dans la question et réponse. Il a dit ah oui, d'accord, attends. Of this year's celebration only together, which meant putting communities and people in the heart of our work. What is your opinion in genuinely mainstreaming the localization agenda? And at the same time, the questions increasing accountability mechanisms required by donors. Then disabling local organization, and then the increasing dependency to INGO or middlemen. It's quite a tricky questions. Yeah, and I'm not sure if I can answer. I think regarding go the ahead regarding the localization of the aid, for example, this is what we try to do in Haiti to finance local NGOs. But I don't have a lot of example to go deeply in this question. I think this is more or less the agenda that we have in countries that are prone to conflict. What we try to do is to finance local NGOs. But then, yeah, I don't have more information to say. I'm reading at the same time again the question. I think it is really a question that we have discussed for a very long time, that sometimes local NGOs talking about double standards when they say that the donor is saying, okay, localization of aid, we would like more and more local NGOs. At the same time, they increase more and more the standards related to financial accountability, quality control, which is make the local NGO less accessible. I think as far as I understand, that donors, they are also accountable to their countries, to their people, because they also receive public money, which also require them to report to, and that's the reason why sometimes they also having caught in between. It's not that they don't understand, but there is also the inertia of the change of the system that take time. But I think it is important to acknowledge that more and more funding now require that there must be a consortium with local NGOs.
sometimes they say that this grant will not be given to INGO without local NGOs in the consortium. There is also dedicated, like you said, dedicated grant for local NGOs with have less and less requirements, and INGOs is now changing their way of working. So we will be less and less like sending staff and person in the countries, but working more and more with the local people. Also because of the COVID, is also because of our commitment related to the carbon footprint, and on that would, I think, positively in the long term make the localization of aid realize step by step. Of course, obstacles are still there, but we can see positive signs and tendencies. Yeah, Francois, if you would like to add. I would like to add one thing, which is probably the localization agenda is already part of the past. Because what we see in disaster situation, it's not anymore even local NGO. It's a citizen movement, locally led response, where often there is no local NGO. So if the localization agenda is just sharing the cake between northern NGO and southern NGO, I think this already in the field is already part of the past, because new movements have emerged based on social media. They mobilize on Facebook, WhatsApp. They have access to the money of the diaspora or from charitable private, and they are doing much more than what we even think we can do even with local NGOs. So I think the localization agenda, as it has been framed during the Imagine Summit, and I know because I was part of the organization of that summit, I think this is already part of the past. We have to think of what is now the new role of civil society, unorganized networks, things which get organized very loosely between neighbors, solidarity movement, etc. And I think this is the new agenda for localization, not the one that has been put in the grand bargain of the. So I think we have to be proactively creative and not anymore based on that part of the old time. And practically anticipative as well. Julien, you want to say something? Yeah, maybe just to add something, just a thought about this relevant question. But to me, it also depends on how we consider our partners and how can we work with them. Because through many projects, not only HI projects, but also projects led by other organizations, I sometimes don't have the feeling that there is a leader and an implementer in such projects. What I'm trying to share here, it also depends on how we consider our local partners, how we work with them, and it can also help us to better contribute to this localization of efforts, which are undoubtedly needed, at least when we work on DR perspective, because it is a common mandate of any DR approach to empower the local capacities of the first responders to manage such disaster risks. And yeah, just this opinion to share. And I also wanted to share another point of view, but I forgot. So sorry about that. Thanks a lot, Julien. Je pense qu'on revient en France parce que je pense qu'il y a pas mal des participants qui sont très concernés pour la situation en France. Et là, peut-être, j'ouvre à vous tous, notamment peut-être toi, François. Il y a question de Sophie qui dit en France, il y a une place importante de la planification, plan OSEC, puis PPRI et le schéma intégrateur, parce que je ne comprends pas tout ça, qui font le lien entre urgence et développement. Cela renvoie à une place importante de l'État. Est-ce que souhaitable ailleurs ou faut-il envisager d'autres modèles dans le pays à l'état faible? Et elle précise après quelle articulation possible entre planification et société civile, par exemple. Alors, peut-être 3 éléments. Hein. Il faut rappeler cet adage militaire
qui dit « aucun plan ne résiste à la rencontre avec l'ennemi ». Donc, la planification, elle est utile, mais elle ne solutionne pas tout. Et donc, en fait, le gros enjeu, c'est comment on met en place des dialogues dans lesquels sont ensemble et les institutions de l'État et la société civile et les universitaires, le monde de la connaissance, etc., pour réfléchir sur les vulnérabilités de territoire, parce que cette réflexion, elle doit être vue au niveau de territoire particulier, et qui essaie de penser c'est quoi les différents types de risques et c'est quoi les différents types de réponses sur lesquels il faudrait se préparer, s'entraîner, etc. Et puis, la planification, on s'aperçoit que c'est souvent un exercice en partie vain s'il n'est pas un exercice vivant. Voilà, donc il faut travailler sur des mécanismes vivants de définition des risques, de définition des réponses, impliquant les multi-acteurs, de façon multi-acteurs, et là, on peut arriver à trouver des solutions. Et je dirais, en France, c'est vrai qu'on a ce schéma très vertical, avec les plans autour du préfet, etc. Et on s'aperçoit qu'en réalité, ça ne se passe jamais comme ça, parce que la catastrophe, elle a lieu le week-end, ou elle a lieu pendant la fête de Noël, au moment où une partie des acteurs du plan ne sont pas à leur place, et qu'il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place. Donc, je crois que c'est une attitude d'agilité et puis de travail en collectif avec une approche plutôt horizontale plutôt qu'une approche simplement verticale. Merci beaucoup, François. Une autre question qui peut être intéressante aussi à toi et aussi à les autres, de Jérôme. Le grande tendance des politiques de sécurité ou la gestion des risques de catastrophe des grandes entreprises génératrices de risques, pollution, explosion nucléaire, transport, etc. etc. Sur cette question, juste pour répondre rapidement, l'approche de la gestion des risques de catastrophe, on l'a parlé beaucoup sur l'approche multi-risque. On prend en compte le risque naturel, mais aussi le risque qui est lié aux technologies ou à l'environnement. Et dans ce cas-là, ça, c'est peu intégré, mais c'est le fait au moins dans les ONG que j'ai travaillé, le risque technologie, c'est pas beaucoup rendu compte. Je suis pas sûre que c'est aussi le cas pour d'autres. François, Julien, Guillaume? Moi, je veux bien travailler sur le risque technologique, puisqu'on travaille là-dessus maintenant depuis des années. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à Bhopal, en Inde, en 84, quelques semaines après l'explosion, et de voir un petit peu ces enjeux-là. Et on l'a vu en France avec AZF, on a vu Tchernobyl, on a vu toutes ces questions-là, et on a vu évidemment le blast de Beyrouth, l'explosion dans le Hakkar quelques semaines après. Voilà. C'est un nouveau champ de travail pour les ONG, parce que c'est des nouveaux savoir-faire, c'est des nouvelles méthodes de travail, c'est des méthodes de protection qui sont beaucoup plus le cadre de pompiers spécialisés ou de corps militaires spécialisés. Mais on disait la même chose avec Ebola. C'est-à-dire quand Ebola a démarré, grosso modo, il y avait une petite dizaine de spécialistes qui savaient ce que c'était qu'Ebola, comment fonctionnait. Et puis il y avait à peine quelques centaines de gens qui savaient travailler en combinaison laboratoire P4 à haute protection. Et puis, pour faire la réponse, il a fallu s'adapter. Il y a eu des formations, des milliers de gens qui ont été formés, notamment à Genève, avec la Croix-Rouge, avec MSF, etc. Et maintenant, il y a une vraie réponse, une vraie dynamique de réponse possible, disséminée dans plein d'ONG, dans plein de Croix-Rouge, dans plein de structures, qui sait comment on aborde une maladie très transmissible, très dangereuse, avec les bonnes précautions, le bon équipement, etc. Et donc, je pense que pour les problèmes technologiques, les catastrophes technologiques, on va sans doute aller dans la même direction de diffusion d'un savoir, de modes opératoires qui sont pour l'instant pas du tout dans ce que les ONG savent faire. Mais nous, on a organisé déjà des formations pour ECHO auprès d'ONG pour savoir travailler dans ces questions-là. Et voilà, il y a de nouveaux savoir-faire qui vont émerger. Et je pense que la société civile est en train de s'en emparer.
Bin, ce que je voulais ajouter, c'est Guillaume, en termes Oui. de financement au niveau de l'équipe France et au niveau du groupe AFD, c'est plutôt Expertise France qui s'occupe de cette thématique. OK. Voilà. C'est Donc, intéressant parce que Expertise France a aussi travaillé sur le côté santé, non? oui. OK. Julien, tu voudrais ajouter quelque chose aussi? Je suis désolé, je n'ai pas tout à fait saisi le sens de la question, en fait. Si c'est la question de savoir s'il faut s'adresser à tous les risques de manière concomitante ou est-ce que c'est porté spécifiquement sur les risques sanitaires? Non, c'est plutôt pas sanitaire. Technologique. Technologique. Ouais, environnement, tu vois, pollution, explosion, nucléaire, transport. Ouais, alors moi, de mon point de vue, je pense que dès l'instant où on a identifié une localité partenaire et qu'on s'est accordé à dire qu'on avait les capacités, compétences techniques et les ressources suffisantes pour accompagner cette localité dans ses démarches, ses efforts d'adaptation et de gestion des risques au sens large, je pense que c'est notre responsabilité de faire le minimum, au moins pour ne pas passer complètement à côté si le risque est élevé, quand bien même ce n'est pas nous qui sommes en capacité de le maîtriser, mais on peut très bien référer vers des personnes compétentes pour le faire. Je donne un exemple. En Colombie, c'est une question qu'on s'est posée. Dans le Nord Cauca, on est sur une gestion des risques d'inondation et aussi plus largement de prévention de la violence armée, etc. Il s'est trouvé qu'il y a un barrage hydraulique très important. Évidemment, nous, on n'est pas spécialiste du tout de la gestion de ces risques technologiques. Pour autant, je pense que c'est notre boulot que au moins, s'il y a des alertes qui sont émises, permettre au système d'alerte précoce qu'on co-construit localement de relayer ces alertes-là, qu'on ne va pas produire nous-mêmes, on n'est pas l'autorité pour le faire, ou de référer vers les services concernés et de faire du plaidoyer pour que cette localité soit aussi dans le radar des gens compétents. Merci Julien. Un autre exemple, c'est si on travaille sur le côté inondation rivière et notamment lié à la décharge de l'eau de Barak. Et dans ce cas-là, on doit travailler avec eux pour comprendre mieux comment donner des alertes aux communautés autour de rivières en cas de décharge de l'eau. Et ça, c'est vraiment on a de plus en plus travaillé avec les grandes entreprises qui peuvent aussi bénéficier du travail de la réduction de risque de catastrophe. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin de notre café. J'ai déjà très soif. Il y a, je pense, une dernière question de Théodore de Sénégal aussi à parler sur de faire partie du réseau, comme on a déjà répondu. Contactez-nous et on va discuter la possibilité d'élargir le réseau. Bon, finalement, je voudrais donner la parole à François, le chef du réseau Repère, pour le conclusion remark. Alors d'abord, merci à toi, Bind, parce que finalement, cette session a lieu grâce à ton initiative. Et donc, je crois qu'on voudrait tous te remercier. Tu nous as manqué pendant quelques mois, mais on est très content que tu sois revenu avec nous. Alors peut-être 3 ou 4 points. Je crois qu'on a vu d'une part l'importance des liens humanitaire-développement, avec le développement qui prépare, l'humanitaire qui répond, mais qui fait remonter les informations pour qu'il y ait une sensibilité aux crises pour les acteurs de développement. Donc, ça, c'est un premier point. Bip, tout à l'heure, tu en as parlé, mais je crois que c'est un des premiers enseignements. En effet, il ne faut pas saucissonner dans cette problématique de la GRC. Tous les acteurs ont leur contribution à faire pour que ça marche. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sous des formes diverses, ça a tourné. Évidemment, le niveau local est essentiel. C'est les savoirs locaux, mais on sait en même temps qu'avec les changements climatiques, une partie de ces savoirs locaux peuvent être remis en question, parce qu'il y a des nouvelles formes de catastrophes, des nouvelles formes de dynamique climatique que les gens ne connaissaient pas. Donc, mais ils sont quand même clés. On a vu l'importance des réseaux citoyens, on a vu l'importance des ONG locales, on a vu l'importance des mairies et des acteurs locaux de la réponse des alertes. Donc, ce niveau local, il est absolument essentiel. Le troisième élément, et c'est pour nous une des raisons d'être du réseau Repère, c'est
chacun tout seul n'y arrivera pas. On a besoin d'être ensemble, on a besoin de partager, on a besoin de mutualiser, on a besoin de mettre ensemble des actions, on a besoin d'apprendre ensemble. C'est la raison de notre réseau et je suis très content qu'on ait pu avoir cet exercice très riche aujourd'hui et que, Bin, tu as géré magnifiquement. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, François. Bon, merci à vous tous, à Guillaume Devac, Guillaume Bouveron, de Julien, de Maxence, pour cette, je pense, c'est une discussion très riche. Moi-même, j'ai appris beaucoup et j'espère que c'est aussi quelque chose d'intéressant pour notre participante. J'espère qu'on peut faire aussi des webinaires de café similaires dans des mois prochains et des années prochaines. Merci à vous tous et félicitations pour la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe. Bravo et merci. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.